Sénégal, mémorandum des intellectuels vers l'isolement de Macky Sall. Nous nous interrogeons. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, et bienvenue à cette autre édition de Parole panafricaniste. 104 intellectuels sénégalais et d'autres pays, dont les universitaires, des écrivains et des journalistes dénoncent une escalade répressive au Sénégal et invitent les citoyens du pays à prendre la défense des valeurs fondamentales de l'état de droit. Nous assistons au Sénégal à une continuelle escalade répressive qui préfigure de lendemain incertain, affirme-t-il, dans une tribune publiée dans la presse sénégalaise. Devant une telle situation, il est de la responsabilité des intellectuels et de tous les citoyens et citoyennes de bonne volonté de prendre la défense des valeurs fondamentales dans un état de droit, lit-on d'ailleurs dans ce texte. Ils énumèrent en ce qui concerne les valeurs qu'ils appellent à défendre la liberté d'expression et de circulation, la liberté de manifester pacifiquement et de rassembler, la liberté de proclamer son adhésion à des actes de gouvernance politique et sociale. Par-delà nos divergences et différences idéologiques, politiques ou culturelles, nous signataires de tous les pays condamnons fermement les restrictions apportées à la liberté de mouvement des citoyens, ajoutent d'ailleurs les auteurs de la tribune. L'historien Mamadou Diouf, enseignant à l'Université Columbia aux États-Unis, le journaliste sociologue et écrivain El Gaz et le militant des droits de l'homme Alioune Tine font partie d'ailleurs des auteurs, on va le dire, de ce texte. Une menace réelle pèse sur la stabilité et la paix sociale du pays. Il est temps de revenir à la raison, écrivent-ils. Il est inacceptable que les droits fondamentaux des citoyens soient bafoués sans suite et que les droits constitutionnels dans l'espace politique ne soient pas respectés, lit-on encore dans la tribune signée également par d'anciens ministres. Mesdames, Messieurs, ces auteurs réagissent aux violences survenues en marge du procès en diffamation entre le ministre du Tourisme et des Loisirs, Mamé Mbaye Niang, et l'opposant Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor. Monsieur Niang, militant de l'Alliance pour la République, le parti politique de Macky Sall, accuse Ousmane Sonko de l'avoir diffamé en le jugeant responsable d'un détournement de fonds destinés au programme des domaines agricoles communautaires. Les appels à la violence ne sauraient rester impunis, a déclaré la coalition de la majorité présidentielle sénégalaise. Aucune concession ne sera faite à ceux qui tenteraient de compromettre l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens et l'exercice des droits et des libertés des citoyens, a-t-elle soutenu lors d'une conférence de presse. Une chose est sûre, ceux qui s'imaginent pouvoir intimider le pouvoir et bloquer la justice se bercent d'illusions. Chacun devra assumer ses responsabilités, a déclaré pour sa part Macky Sall dans une interview accordée à l'hebdomadaire français L'Express. Voilà pourquoi nous également nous nous interrogeons ce matin. Sénégal, mémorandum des intellectuels vers l'isolement de Macky Sall. Telle est notre interrogation de ce mercredi 5 avril de l'an de grâce 2023. Pour répondre à une question, nous sommes avec Patient Parfendom, homme politique. Il est notre invité ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Jocelyn-Goss. Bonjour à nos techniciens, bonjour à nos millions d'internautes, bonjour au peuple africain, bonjour particulier au peuple du Sénégal, un peuple qui est à la croisée des chemins, un peuple qui commence à se poser des questions sur son avenir au vu des divergences politiques énormes dont ce pays fait face aujourd'hui. Et merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfendom. Vous avez justement suivi la sortie des intellectuels sénégalais et d'autres pays, dont les universitaires, des écrivains, des journalistes, qui dénoncent une escalade répressive au Sénégal et invitent d'ailleurs les citoyens du pays à prendre la défense des valeurs fondamentales de l'état de droit. Oui, merci. Je pense que le mot qu'on puisse dire, c'est de dire aux principales confréries qui structure l'organisation sociale et les pouvoirs certains dans nos pays, à chaque fois que la capacité des pays à exprimer les droits les plus élémentaires, les plus fondamentaux dans un espace sont perçus comme violés, que ces intellectuels passent devant la scène et essayent de montrer qu'ils sont le premier rempart qu'il faut constituer contre une violation flagrante de ces droits de l'homme. Malheureusement, ces intellectuels, dans la plupart du temps, ont été absents.
dans les moments forts. Ce groupe d'intellectuels sénégalais, auquel s'est joint quelques autres intellectuels africains, comme vous venez de nous dire, pose un acte là qui en même temps est admirable et à féliciter, mais j'ai l'impression que cet acte-là arrive trop tard. Il arrive trop tard parce qu'on n'a pas vu le même engouement, le même déploiement, les mêmes intellectuels, pas seulement sénégalais, mais africains, puis fustiger un certain nombre de manquements à la démocratie, au respect des droits de l'homme, au respect des droits élémentaires du peuple tout court, et on finit par instaurer dans la conscience nationale, dans la conscience continentale, qu'en réalité, ils étaient toujours à côté des pouvoirs. Certains ont même été qualifiés, et peut-être le sont même, d'intellectuels organiques. Donc, est-ce qu'enfin, le peuple peut écouter cette voix des intellectuels qui ont toujours été absents dans les moments les plus critiques de la vie de certains peuples africains? C'est ça la grosse problématique. Et ça revient à cette affaire de ce pasteur allemand qui disait « Quand on est venu chercher le communiste, je n'ai rien dit. Quand on est venu chercher le catholique, je n'ai rien dit. Quand on est venu chercher le syndicaliste, je n'ai rien dit. Le jour où on est venu me chercher, bon, je raccourcis, mais le jour où on est venu me chercher, il n'y avait plus rien pour protester. » Il faut que cela soit, c'est un indicateur de la vie de nos démocraties, le travail de veille, de vigie des intellectuels. Mais les intellectuels sont souvent absents. Et là, on peut avoir l'impression que c'est une attitude partisane de ce groupe d'intellectuels sénégalais qui les sait bien. Sinon, ils sont à fond sur des questions fondamentales de la violation même de l'existence de l'être humain sur notre continent. Qu'ont dit les intellectuels au moment où un prétendu leader, M. Alassane Dramane Ouattara, violait les droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Au moment où il exposait le peuple de Côte d'Ivoire à un véritable génocide. Qu'avaient dit ces intellectuels à l'époque? Ils ont dit quoi? Le Covid est arrivé. Avec ses restrictions, avec ses interdits, avec une campagne en réalité plus que d'assujettissement, de domestication de la volonté propre des êtres humains, a dit que ce qui est bon pour eux ou pas, et pour l'Afrique, ce fut grave. Il a fallu qu'au niveau de l'Afrique, un niveau de résilience hors norme, mais surtout un niveau de refus, jamais vu auparavant sur notre continent, fasse au rôle de bouclier. Pourquoi carrément la vaccination obligatoire qui était dans les prescriptions de l'OMS ne soit pas appliquée à la lettre ici chez nous? Où étaient les intellectuels africains? Qu'avaient-ils dit? Donc eux-mêmes, ils ont fait le lit, par leur silence, d'une situation aujourd'hui qu'il est difficile à déconstruire. Vous ne pourrez plus interdire aux gens, et je suis sûr que cet argument massif va revenir, du caractère, c'est-à-dire que, en fait, de leur affubler d'un caractère partisan dans les joutes politiques qui vont se passer d'un bientôt à l'intérieur du Sénégal. C'est une invite. C'est un cri que je lance. Je tire la sonnette d'alarme vis-à-vis du mutisme des intellectuels africains, vis-à-vis des problèmes graves qui impactent souvent la vie des Africains et empêchent réellement le décollage effectif de l'Afrique. Que disent les intellectuels africains sur la question du panafricanisme? Vous allez voir quelques éléments disparates qui se prononcent. Mais le fond là, ils disent quoi? Que disent les intellectuels africains sur la question de France CFA dans le précaré français? Ils disent quoi? Bon, alors si le seul moment où on peut entendre la voix des intellectuels, c'est quand il y a des joutes politiques avec, enfin, la possibilité d'un changement, n'est-ce pas, pour aboutir à une alternative au sommet de l'État. Pour les citoyens, ça devient comme une affaire partisane. Des gens qui sont intéressés
Vaut mieux tard que jamais, patient Parfendo. Je ne dis Il faut pas. un début à tout, non? Je ne dis pas non. Je vais commencer par mon propos en disant que c'est une bonne chose. Du côté du Sénégal, la classe politique et surtout la société civile est très bien organisée. Si les intellectuels aujourd'hui sénégalais et africains se lèvent pour commencer par dénoncer et surtout inviter les citoyens à prendre la défense des valeurs fondamentales, c'est déjà un début de quelque chose. Vous aurez raison peut-être de me faire le procès de ne pas commencer qu'en toute chose, il y a un commencement. Mais je dis qu'il y a des menaces plus graves que cette question de cette possibilité de changement de pouvoir à la tête du Sénégal qui frappe le continent africain. Et ces intellectuels que les humains sont muets. On ne peut pas m'empêcher de faire ce constat. On vous comprend parfaitement. Et à valeur égale, entre ces menaces qui frappent notre continent, mais dans la CEDEAO, quand le Sénégal y compris, les États de la CEDEAO ont pris les sanctions contre le Mali, où étaient ces intellectuels? Mais c'est ça en gosse. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire semblant de ne pas voir qu'à un moment donné, on sédimente, de par notre mutisme, un certain nombre d'acceptation des injustices qui sont imposées à notre peuple. Et le jour où finalement on se met à crier, et surtout on crie, parce que c'est dans la cuisine du père, ou bien c'est dans le palais de papa, qu'un drame, selon vous, peut subvenir. Les autres gens qui sont dans d'autres masures vont estimer que bon, c'est une affaire qui concerne. Donc nous, on peut aller tranquillement repartir dans la cuisine de notre mère et manger de tétaro. Je vais dire aux intellectuels africains en général de prendre exemple de ce qui se passe au Sénégal et de la réaction, j'allais dire tardive, des intellectuels sénégalais sur des questions qui mettent en danger même la survie de notre continent, où ils sont muets. C'est un appel à la réflexion pour dire que nos destins sont liés. On ne peut pas seulement prendre conscience des problèmes, d'injustice, quand ça nous touche. Non. Non. Si je lève aussi, non. Ce n'est pas un discours qui va beaucoup plaire, mais c'est ça la vérité. Nous devons nous armer de ce bouclier si nous voulons avancer. Que chaque fois qu'on tente de ravaler l'être africain au rang des bêtes sauvages, qu'on entende la voix de nos intellectuels. Pourquoi nos intellectuels en premier? Parce que dans la construction sociale globale, les intellectuels ont un rôle de vigie. Du point de vue du sacerdoce, ils ont le rôle de la flamme qu'on illumine dans la nuit noire. Et ils doivent être les porteurs de cette lumière pour montrer la voie et sortir l'ensemble du peuple de cette nuit noire, quel qu'en soit ce que cela peut leur coûter. En ce moment, on va se poser la question de savoir qui est intellectuel et qui ne l'est pas. Grosse problématique. Mais nous sommes quand même au Sénégal. Terre par excellence de certains intellectuels, dont l'une des références en ce qui concerne la construction d'une Afrique nouvelle, c'est Cheikh Anta Diop. Et Cheikh Anta Diop n'avait pas hésité à prendre le contre-courant d'une position dominante, encadrée, bichonnée, structurée par la France, pour s'opposer au pouvoir de Senghor. On voit seulement Cheikh Anta Diop sur le volet intellectuel avec ses productions, avec ses réflexions. Mais Cheikh Anta Diop ne s'est pas limité là. Il fut aussi un politique, leader de parti politique, emprisonné pour ses idées. C'est à cette mutation, du point de vue c'est-à-dire que de la capacité de faire de l'homme africain un homme nouveau. Ah, c'est un thème qui était cher à notre ami Noah Sadio, le doyen, qui se repose aujourd'hui, je crois, de côté des Ziguinchor au Sénégal, qui a été l'un des éléments qui a structuré la pensée du panafricanisme, au moins médiatique, avec nous pendant plus de 10 ans. Donc, cher aîné, repose en paix où tu es, le grand Noah Sadio. D'ailleurs, on l'appelait le sage. C'est lui qui nous avait sorti l'expression de nouveaux types d'Africains. Il nous disait tout à l'heure, il nous faut un nouveau type d'Africain. Et ce nouveau type d'Africain, surtout des intellectuels, ils sont habillés de la toge de la fraternité et de la solidarité africaine dans toutes les situations.
Ils ne réfléchissent pas en tant qu'intellectuels uniquement parce qu'ils sont au Sénégal pour les problèmes du Sénégal, au Cameroun pour les problèmes du Cameroun, au Nigeria pour les problèmes du Nigeria. Et c'est ça qui fait la faiblesse d'ailleurs de la démocratie nigériane aujourd'hui. Les intellectuels nigériens ont été domestiqués. Au point où leur démocratie est devenue une démocratie mercantile, une mafia, où ceux qui ont l'argent ont domestiqué le pouvoir à tous les niveaux. Je me résume dans cette première partie. Je dis oui, c'est une très bonne chose. Qu'enfin, les intellectuels, même s'ils sont deux, même s'ils sont trois, se réveillent et posent cette question sur la table. Et disent que ce n'est pas normal, à haute intelligible voix. Oui. Et avancent dans ce chemin de la déconstruction d'un statu quo qui fait très mal à l'Afrique. Mais, je leur dis, pour que leur voix ait du sens, il faut leur faire comprendre qu'ils sont originaires d'un continent qui est en voie de disparition, si rien n'est fait. Et qu'ils ont un rôle majeur à jouer dans le relèvement de notre continent. J'aime prendre l'expression, je dis, l'Afrique c'est comme un géant qui était dans un sommeil comateux. Et ce ne furent pas les intellectuels qui ont aidé à coup de butoir sur ce monstre-là, sur ce géant qui était dans un sommeil comateux, à se réveiller et à se mettre debout, même s'il continue de tituber. Ce fut toi, moi et un ensemble de gens qui n'avaient pas les palmes académiques déposées sur leur tête. Parce que la plupart des intellectuels avaient les palmes académiques sur leur tête, étaient où? Ils étaient à plat ventre devant les pouvoirs néocoloniaux. Il validait même, notre Cameroun, il a dit que c'est eux qui sont les guetteurs d'avenir. Il a fini ministre. Bravo pour lui. Donc, c'est ça le problème que nous avons. L'Afrique a l'impression que quand tu n'es pas touché dans ta chair, alors ce problème ne t'intéresse pas, ce n'est pas ton problème. Et on nous fait le reproche. On nous fait le procès. Ah, vous allez trop vous occuper de la Côte d'Ivoire. Parlons aussi du Cameroun qui est votre propre pays. Vous voyez comment les gens eux-mêmes rentrent dans des chemins de division. Et les gens valident ça. Au point où des opposants, dont un opposant camerounais, sorti du ventre de pouvoir, parce que curieusement, il a constaté que la Terre tourne autour du Soleil, et il se dit, mais pourquoi vous ne venez pas me soutenir puisque je combats le régime? Ah bon? C'est ce que vous combattez le régime? Nous, on a nos critères qui démontrent que quelqu'un combat le régime. Hein? D'autant plus qu'à la première occasion qu'on lui a posé la question sur la validité de franc CFA, il a dit que les gens qui demandent qu'on doit mettre franc CFA, bon, on comprend, ils n'ont pas été à l'école. Ce sont des incervelés. Et que lui, son maître à penser en politique, en économie, etc., c'est Alassane Ouattara. Voilà vos intellectuels. Donc, je dis, les actes qu'on pose au quotidien, si je suis un gosse, finissent par nous rattraper. Mais pourtant, vous voyez comment je suis dialectique, pourtant, je ne crache pas sur ce réveil. Mais je dis à ces intellectuels, pour que ce réveil ait du sens. Mais ces intellectuels, patients parfaits d'homme, pour qu'il ait du sens, sonnent quand même la sonnette d'alarme. Ils ont tiré la sonnette d'alarme. Oui, parce que ça concerne quand même un danger qui arrive au Sénégal. Il est temps quand même que tous les Africains soient au courant qu'il y a quelque chose qui se prépare. Oui, mais parce que ça concerne le village. Je ne leur dis pas. Mais je leur dis qu'ils prennent les responsabilités. Leurs responsabilités sont holistiques. Ils ne peuvent pas les ramener aux petits problèmes de contradiction dans la cuisine de la mère. Oh, il y a quand même de gros problèmes du côté du Sénégal depuis quelques mois. La liberté d'expression et de circulation, la liberté de manifester pacifiquement, de rassembler, la liberté de proclamer son adhésion à des actes de gouvernance politique et sociale, la liberté d'expression, l'idéologie politique, culturelle. Je profite de cette occasion, quitte à ce que je sois mal compris, ce n'est pas ça le problème. Au Tchad, on assassine de pauvres citoyens. On n'a pas vu les intellectuels. Je continue. En Centrafrique, l'armée française a utilisé des avions fantômes pour bombarder le président centrafricain. Là. Vous avez entendu parler des intellectuels? Non. Au Congo, la Chienlit, la Brésilien qu'on va organiser entre le Rwanda et le Congo avec comment dire ça, pour supplétif ou bien pour bras armés, le MRC. Le M23, excusez-moi. Où sont les intellectuels? Au Cameroun, on vient d'assister à un crime crapuleux d'un journaliste, M. Martinez Zogo. Les intellectuels d'Afrique ont dit quoi? Au Nigeria, nous sommes dans une élection cacophonique qui a consacré, n'est-ce pas, le règne de la mafia. Que disent les intellectuels? Ils sont où?
En Côte d'Ivoire, parce que les jeunes vont accompagner un de leurs leaders. Là encore, ils vont accompagner un de leurs leaders, M. Damana Diapikas, le secrétaire général du PPA Côte d'Ivoire, pour répondre à une convocation du genre, la convocation de Mamadou, le procureur de 20 ans d'emprisonnement. Et parmi eux, il y a 2 jeunes, il y a 4 jeunes qui ont tout simplement un drapeau de la Russie. Ils sont à la Baka. Alors qu'au même moment, on a vu les jeunes proches du pouvoir de Ouattara, là, avec les drapeaux français, tout le monde a applaudi. Je suis en train d'interpeller la responsabilité des intellectuels africains. Ça nous manque. Dans la construction, c'est une armée, c'est un bataillon qui manque à l'armée de la résistance africaine. Et je profite, parce que le Sénégal, ce n'est pas n'importe quoi. Quand on parle des intellectuels en Afrique, surtout francophone, ce n'est pas n'importe quoi le Sénégal. C'est la Mecque, ou bien ce fut la Mecque des intellectuels africains. Je vous donne quelques noms, par exemple. Félix Ramoumier, président du PCI, il fut formé à William-Ponty. Abel Goumba, en Centrafrique, le précurseur de Touadéra, en termes de changement de paradigme. On ne parlait pas de Batané Bouganda, mais Abel Goumba, William-Ponty. Vous voulez que je continue? Donc le Sénégal était notre Mecque. On fut formé la plupart des intellectuels qui viendront contester l'ordre néocolonial. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, là, des points qu'on peut mettre à l'actif quand même de Macky Sall, ces universités-là qu'il a créées, avec les logements pour des enseignants. Venez au Cameroun, si vous dites que là, ce n'est pas un point qu'il faut mettre sur la tête de Macky, venez au Cameroun voir. C'est scandaleux. Donc, quand on n'aime pas ce bilan-là, on applaudit. Vous voyez donc que nous, on n'a pas les cornes sur la tête, nous, le couteau dedans. Quand il y a des avancées, on applaudit. On va me dire que oui, mais c'était fait avec les fonds français, oui. Mais sauf que les étudiants qui vont sortir de là, ils ne seront pas certainement tous francophones. Ou francophiles, si vous voulez. Puisque Cheikh Anta l'a démontré. Nous disons donc aux intellectuels sénégalais, ce pas que vous avez fait, il est important. Mais rentrez dans une construction. Et là, maintenant, je rentre dans le volet organisation. Quand je parle d'organisation, je vous dis que notre continent ne va pas s'en sortir si on ne hausse pas le niveau d'organisation au niveau de la complexité des enjeux mondiaux aujourd'hui. Mais bon sang, organisez-vous. Donnez-nous l'exemple en tant qu'intellectuel en essayant de construire des fondements d'organisation. Ce ne sera pas parfait tout de suite. Mais commencez, mon Dieu, à démontrer que le corps des intellectuels africains prend à bras le corps cette dimension et cette problématique pour la projeter sur le plan d'une... Et si la majorité de ces intellectuels étaient justement des francophiles? Ah voilà, maintenant tu reviens sur... Je vous pose juste la question. Vous voyez comment ce débat est complexe. C'est-à-dire que... Je vous pose juste la question. Par moment, vous avez des thématiques qui sont douloureuses, M. Ngous. Parce qu'on peut les aborder du point de vue de notre petite intelligence, sans les femmes académiques sur la tête, de manière manichéenne. Non. On doit creuser. Aller là-bas au sous-sol, prendre même la gadou, la mettre sur la table pour qu'on voit. Puisque le mutisme aujourd'hui des intellectuels africains, je vous pose dans la question, peut-être que leur mutisme est dû au fait qu'ils sont des francophiles et qu'ils travaillent justement pour ceux que vous connaissez. Conséquence, ils sont invalidés pour parler à l'Afrique. C'est pour ça que je vous posais la question, qui est intellectuel et qui ne l'est pas? Bonne question. Sur le continent africain, il y a plusieurs explications. Mais je crois que la plus simple, c'est celle de dire qu'un intellectuel, c'est celui qui se bat pour sortir son peuple, n'est-ce pas, des ténèbres, de la nuit noire. Donc c'est quelqu'un qui prend des risques. Vous prenez dans des risques? Mais depuis plus de 3 décennies, je joue avec la mort. Vous voulez donc qu'il y ait d'autres intellectuels? Non, mais nous, on n'a pas les palmes académiques sur la tête. Tu sais, le complexe, c'est Mongo Betty qui parlait de phénomène de la diplomite. Comme on n'a pas de palmes académiques sur la tête, d'ailleurs, je reviens à cet intellectuel camerounais, on disait c'est le pape du droit. C'est-à-dire, on donne un truc ronflant comme ça. Le pape du droit. Bon, tu ne crois pas non pas ce que ça signifie? Hein? On n'est pas là pour ça. Bon, je vous comprends parfaitement. Voilà. Mais j'ai dit aux intellectuels, nous avons un déficit en termes d'organisation. Si vous allez partout dans le monde, où les pays se battent pour se sortir, si on veut vous dire des intellectuels qui parlent de droit constitutionnel, tu tapes, tu cliques, les gars, ils ont une association. Les intellectuels qui parlent de la physique nucléaire, ils ont une association.
C'est comme ça que ça doit marcher. Les intellectuels qui parlent de la problématique de l'immigration rurale. Vous avez les intellectuels qui parlent de la question de l'eau. Et maintenant, sous ce label de ces gros intellectuels qui produisent la pensée, maintenant, il y a des tentacules, des petits démembrements qui s'occupent de manière précise des rivières, des lacs, des machins. Et tout le monde doit être concerné, ceux qui sont concernés par la question, par exemple, hydraulique. Vous verrez que même le petit pousseur qu'on a tendance à négliger, parce qu'il est passionné de cette question-là, n'est-ce pas, de nos rivières qui meurent, comme on dit vulgairement dans le langage, il va se sentir interpellé. Et ne vous étonnez pas qu'il prenne sa carte, bien qu'il soit, ce n'est pas en carte, mais au moins qu'il fasse partie d'une association qui s'occupe de ces questions. C'est seulement comme ça que nous allons prendre notre destinée en main. On ne peut pas prendre notre destinée en main avec ceux qui doivent apporter la lumière, mais qui est en train de l'éteindre en dormant. C'est pas possible. De telle manière qu'on le voit souvent surgir quand il y a des problèmes, par exemple, de dévolution de pouvoir dans un ordre néocolonial. On se pose bien la question, à quoi ça va servir? Pour sortir de cette édition de Parole panafricaniste, Patient Parfait d'Homme, il faut quand même dire que là-bas, ces intellectuels, et sans oublier d'ailleurs tous les Sénégalais, sentent qu'il y a un danger qui couvre actuellement du côté du Sénégal et qu'il est l'heure de prendre conscience pour ne pas arriver, on va le dire comme ça, à ce niveau-là. C'est une bonne chose si c'est fait dans un esprit d'empêcher au Sénégal de rentrer dans le club des pays où il y a ce déni de liberté. Ce sera une bonne chose. Mais c'est aussi une difficulté que nous avons affrontée. Parce que ça reconstruit un schéma qui a été mis en place par l'Occident, la France en premier, où on balkanise. On balkanise. On réduit en bantoustan nos peuples, nos États, nos populations. Ah, ne t'occupe pas de l'autre parce que ce n'est pas ton problème. Attends quand ton tour va arriver. Aucun de nos États ne pourra s'en sortir seul. Il faudra fédérer. Il faudra créer des formes de solidarité organisationnelle et même organique à tous les niveaux. Et prendre la voie de l'indépendance et de la souveraineté. Si vous restez dans les clivages construits par les Occidentaux à Berlin, 1884, ça vous parle, on ne va jamais s'en sortir. Je profite, parce que c'est le cas du Sénégal, qui était comme l'une des lumières, l'une des phares de la construction intellectuelle en Afrique. C'est pour ça que j'aborde cette politique sur cet angle-là. On ne va pas s'en sortir. Il faut une organisation des intellectuels africains à tous les niveaux qui vont décider de prendre la voie du progrès, la voie de la déconstruction du néocolonialisme. Il faut qu'ils aient ce courage. Sinon, d'autres vont le faire à leur place. Et de plus en plus, on va questionner la validité de leur statut. J'en ai terminé. Merci à vous, Patient Parfait d'Homme, d'avoir été de notre encore aujourd'hui pour cette édition de Parole panafricaniste. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette édition. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Nous vous souhaitons de passer une agréable journée.